c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía que me... Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chagny et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous avons choisi pour vous, nos auditeurs de notre émission L'autre Amérique. Donc, on va parler de Mercosur, de la Chine, et l'Amérique latine et les États-Unis. On parle beaucoup des États-Unis maintenant. Mais nous sommes là aussi par rapport aux États-Unis. Ensuite, Cuba, encore quelques problèmes vis-à-vis des États-Unis. Mais nous allons finir plutôt avec des côtés positifs, le Mexique et les États-Unis. Et si le temps nous permet, nous allons parler un peu de littérature. Donc, je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de ce problème de Mercosur. Oui, un accord très géopolitique avec l'Union européenne. Le traité de libre-échange est vu comme un moyen d'intégration régionale et une réponse à la politique protectionniste de Trump. Face à la politique prédatrice de Trump en Amérique latine, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, a pris une dimension géopolitique. L'approbation donnée par la Commission européenne vendredi 9 janvier a été saluée par le président du Brésil, Lula da Silva, comme, je cite, « un jour historique pour le multilatéralisme ». Le Brésil est la première économie du bloc sud-américain qui va former avec l'UE l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Le développement des échanges avec l'UE offre aux pays du Mercosur un moyen d'échapper aux ambitions impérialistes de Donald Trump et au raz-de-marée des importations chinoises. Mais les avis divergent sur l'utilité d'un rapprochement avec le vieux continent. Malgré les frustrations, le soutien des chefs d'État du Mercosur à cet accord est unanime. Pour le Brésil, il est un moyen d'intégration régionale et une réponse à la politique protectionniste de Trump. En Argentine, cet accord est un tremplin vers davantage de libre-échange à l'intérieur comme à l'extérieur de l'union douanière. L'UE a imposé des mesures pour que les produits importés d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, soient soumis aux mêmes standards de production en matière de pesticides et d'antibiotiques.
Voilà, nous avons écouté une composition d'un musicien brésilien, Héctor Villalobos. Et nous allons parler maintenant, Béatrice, de la Chine, de l'Amérique latine et les États-Unis, n'est-ce pas? Oui, la force brutale de Trump ne bootera pas la Chine hors d'Amérique latine. L'administration Trump n'en fait pas mystère, c'est en premier lieu à la Chine ainsi que la Russie qu'elle voudrait booter, ce qu'elle considère comme son précaré. Je cite, « rendre plus difficile pour nos concurrents d'accroître leur influence dans la région », dit-on dans la stratégie de sécurité nationale qu'a présentée Donald Trump et qui a été publiée en décembre 2025. Washington est passé aux actes à Caracas le 3 janvier, après avoir déjà menacé le Panama au printemps 2025 pour ses liens avec la Chine, et notamment les 2 ports situés aux extrémités de son canal, exploités par un opérateur hongkongais. Bien plus qu'un partage, c'est une lutte acharnée qui se concrétise entre la Chine et les États-Unis en Amérique latine. Mais combien de citoyens latino-américains seront-ils encore davantage dégoûtés par les pratiques états-uniennes dans leur zone? En 2001, la Chine accédait à l'Organisation mondiale du commerce, un tournant pour son ascension économique. Le commerce est devenu le vecteur premier de sa puissance. Plus son économie a pris du poids, plus l'Amérique latine s'est révélée complémentaire pour elle. Manicero, maní, maní. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Maní, manicero, maní, maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Que calientito y rico está, no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Me voy. Que no vas a comerte un cucuruchito, mamá. Manito tostado caliente, mezclado con afroyas. Patas con coco. Voilà, Jazz Tambero, Yes Timbero, de Tumba. Vous êtes bien l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler, Béatrice, de Venezuela encore. Et des États-Unis. Oui. L'ordre mondial selon Donald Trump. Le retour d'un impérialisme prédateur.
On avait tort de rire de la volonté de Trump de renommer le golfe du Mexique du nom de l'Amérique dès son retour à la Maison-Blanche. L'attaque de l'armée états-unienne à Caracas et la capture de Nicolás Maduro montrent que Washington revendique tous les droits dans ce qu'il considère comme son arrière-cour. Avec cette opération justifiée par l'accusation fumeuse de narcoterrorisme, les États-Unis infligent au continent américain un bond en arrière de plus d'1 siècle. En mentionnant avec une insistance embarrassante le pétrole vénézuélien lors d'une conférence de presse, Donald Trump a souligné que ce nouvel impérialisme états-unien est tout aussi prédateur que celui du passé. Nicolás Maduro a contribué à cette situation en se maintenant au pouvoir par tous les moyens. Il s'était dépouillé de ce qui lui restait de légitimité populaire. La brutalité d'un pouvoir, cependant, ne peut pas tout permettre. Les intérêts des États-Unis, tels que Trump les conçoit, l'emportent sur la volonté populaire vénézuélienne et la souveraineté du pays. Le droit est l'autre victime collatérale de l'opération états-unienne. Il ne s'agit pas seulement des lambeaux du droit international, qui devaient préserver le monde comme une loi de la jungle. Trump piétine tout autant la Constitution des États-Unis, qui dispose que seul le Congrès peut déclarer la guerre. Ceux qui veulent trouver des vertus au marteau états-unien, en négligence et péril, regretteront leur complaisance lorsque leurs propres intérêts seront à leur tour arbitrairement réduits en poussière. Oui, je voulais dire que c'est un édito du journal Le Monde, justement, que son titre, Le retour d'un impérialisme prédateur, et ça l'a montré encore Trump au Davos. N'est-ce pas, Béatrice? On a écouté ça, il veut continuer et conquérir le Groenland. Et je me suis dit, pourquoi on ne met pas en vente Périgueux? Et peut-être Trump voudrait acheter Périgueux et RLP. Bon, mais nous allons parler de Cuba. Victime collatérale de la crise vénézuélienne. La chute de Nicolás Maduro risque de priver l'île d'un de ses principaux partenaires commerciaux. L'alliance entre La Havane et Caracas était militaire, politique et économique. L'économie de l'île a dégringolé à partir de 2016, en même temps que celle de son allié vénézuélien. En 2025, l'île a connu des pannes d'électricité à de multiples reprises à cause du manque de carburant et des installations hors d'usage. Elle est toujours confrontée à une insécurité alimentaire et énergétique chronique. Dans ce contexte, la demande de l'administration états-unienne au pouvoir vénézuélien de rompre ses relations avec Cuba devrait inquiéter La Havane. Les recettes liées au tourisme ont été divisées par 3 et son industrie sucrière s'est effondrée. À cela s'ajoute une contestation sociale qui s'est exprimée lors des manifestations en 2021. Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a reconnu la responsabilité du gouvernement dans les difficultés de l'île, un mea culpa rare. La nouvelle configuration géopolitique de La Havane, avec la possible perte de Caracas, peut aussi rabattre ses cartes. Oui, c'est intéressant que justement tous ces collatéraux, tous les problèmes collatéraux de l'attitude de Trump de partout dans le monde. Et maintenant, nous allons entendre de la musique cubaine. Ganas de que la cuiden, que se pongan para ella.
más bella de América Latina, de América Latina. La Habana sí, La Habana socialista, ciudad de tradiciones, quiere que la vean bonita. La Habana entera debe ser la capital más bella de América Latina, de América Latina. La Habana sí, así, sí que sí. Vamos a prepararnos todo el mundo, va a ponerla bella. La Habana sí, así. Sí, que sí. La Habana tiene ganas, caballero, que se pongan pa' ella. La Habana sí, así. Sí, que sí. Saca la basura, Nicolasa, pero no la tire afuera. La Habana sí, así. Sí, que sí. Es pura faena y ambiente de pueblo, hay ambiente, cosa buena. La Habana sí, así. Sí, que sí. Todo el mundo está cooperando, nadie quiere quedarse afuera. La Habana sí, así. Sí, que sí. Municipio Centro Habana, la vanguardia en la tarea. Paraíso encantado, Habana, princesita del mar. La Habana sí, así, sí que sí. La Habana sí, así, sí que sí. La Habana sí, así. Sí, que sí, La Habana sí, así. Sí, que sí, La Habana sí, así. Sí, que sí, La Habana sí, así. Sí, que sí. Lo mismo trabaja el hombre que trabaja la mujer. La Habana se va a ver, La Habana chévere. Para ponerla bonita, para ponerla como es. La Habana se va a ver, La Habana chévere. Pero qué chévere, pero qué chévere, pero qué chévere. La Havana, oui. La musique cubaine est très, très gaie par rapport à ce qui se passe dans le monde. N'est-ce pas, Béatrix? Et nous allons parler d'un autre pays, évidemment, de l'Amérique latine, qui contraste aussi avec sa présidente, avec l'attitude d'autres présidents de ce continent. C'est le Mexique, Madame Sheinbaum, qui tient tête parfois à Trump, n'est-ce pas, Béatrix? Oui, la présidente mexicaine minimise les menaces de Donald Trump. En dépit de l'accord de sécurité entre les deux pays, Trump a dit envisager des frappes au sol contre les cartels mexicains. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, n'a changé ni de ton ni de discours pour commenter la déclaration de Donald Trump qui avait évoqué une opération terrestre contre les cartels mexicains. La chef de l'État ne répond pas aux provocations et se réfère toujours à l'accord de sécurité signé avec le secrétaire d'État états-unien Marco Rubio en septembre 2025. Début janvier, son cabinet de sécurité a présenté son dernier bilan. Une baisse de 40% des homicides, des prises records de drogue et d'armes et des arrestations en masse de suspects. Le Mexique n'abrite aucune base militaire états-unienne et n'accorde aucune facilité d'accès à ses troupes, comme c'est le cas sur presque tout le continent. Aux yeux des États-Unis, le Mexique n'est pas le Venezuela. Il aime y passer des vacances et y ont parfois investi dans l'immobilier. C'est aussi leur premier partenaire commercial avec lequel partagent la frontière la plus empruntée au monde. D'autre part, Washington n'a rien remis en place pour encadrer la vente des fusils d'assaut achetés légalement par les trafiquants aux États-Unis.
70% des armes retrouvées sur les scènes de crimes au Mexique ont été fabriquées et vendues aux États-Unis. On peut ajouter que d'autre part, les États-Unis n'ont apporté aucune contribution financière en matériel militaire au Mexique pour lutter contre la violence, comme il avait coutume de le faire. Les scènes de guerre liées au narcotrafic ayant lieu au Mexique avec des armes états-uniennes. Voilà donc un problème qui pose beaucoup de problèmes, en fait, parce que, comme on l'a indiqué Béatrix, on achète des armes légalement aux États-Unis et ensuite les narcotrafiquants les utilisent pour faire des tueries au Mexique. Voilà donc ce que nous pouvons dire du Mexique et sa présidente Sheinbaum qui tient tête, en fait, d'une façon très intelligente, à mon avis, à Trump. Avec des serres du folklore mexicain, nous allons rester avec le Mexique, mais par rapport à la France et un grand écrivain prix Nobel, n'est-ce pas Béatrix? Oui, Jean-Marie Leclésio, qui a écrit son dernier récit, Trois Mexiques. Dans ce récit lumineux, Jean-Marie Leclésio se penche sur trois figures mexicaines de son panthéon personnel. La poétesse Juana Inés de la Cruz, 1651-1695, génie méconnu et féministe avant l'heure. L'écrivain Juan Rulfo, 1917-1986, mythique auteur du roman Pedro Páramo, véritable inventeur du réalisme magique. Et Luis González y González, 1925-2003, historien de son village, qui est la première expression de ce qui deviendra plus tard la micro-histoire. Par leur attachement à la terre, leur mexicanité instinctive et leur recherche d'authenticité dans l'écriture, Inés de la Cruz, Juan Rulfo et Luis González illustrent des thèmes chers aux plus mexicains des auteurs français. Pour parler du Mexique, on dit souvent que c'est un pays à 3 étages. Le sous-sol préhispanique, l'ère coloniale, métissage et culturation, et l'indépendance depuis la libération jusqu'au temps moderne, en passant par la révolution de 1910. La littérature, au Mexique, a connu cette succession. Si l'âge préhispanique n'a laissé que peu de traces, l'âge du métissage commence avec une femme, grande poétesse,
sœur Juana Inés de la Cruz. La modernité du Mexique, c'est la naissance du réalisme magique dont son inventeur a été Juan Rulfo dans son Pedro Páramo. L'historien Luis González inaugure le troisième âge du Mexique en instaurant la reconnaissance du particularisme agricole. Cet âge ne fait que commencer. En notre temps d'universalisme et de guerre à outrance, par réalisme, devrons-nous le rejoindre? Oui, c'est une question en fait. Oui. Mais nous avons parlé déjà ici dans notre émission de Juana Inés de la Cruz, de Juan Rulfo. Je ne me rappelle pas très bien si on l'a abordé il y a très longtemps, mais on a vu une activité à San Nasser qu'ils sont venus pour parler justement des écrivains d'Amérique latine. Par contre, on a découvert Luis González, qu'on ne connaissait pas. Mais c'est pour cela que nous allons passer à la musique. Voilà, avec les folklore mexicains, quelque chose de très intéressant au sujet de la littérature, un prix Nobel de littérature qui écrit sur notre continent, Jean-Marie Leclésio. Et avec ça, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des informations. Et merci a Antoine a la technique. Muchas gracias, hasta pronto.